Le lemme de Steinitz va nous permettre de démontrer la proposition suivante, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les familles libres et les familles génératrices finies d'un espace vectoriel de dimension finie. Effectivement, si je prends une famille libre formée de vecteurs de E, si je prends une famille génératrice finie de E, donc autrement dit, je travaille dans un cas espace vectoriel de dimension finie, alors le nombre de vecteurs de la famille libre, il est toujours inférieur ou égal au nombre de vecteurs de ma famille génératrice. Quoi qu'il arrive, on a toujours ces cardinaux, ces nombres d'éléments qui sont classés dans cet ordre-là. Alors, je rappelle simplement la notation. Pour parler du nombre de vecteurs d'une famille, j'utiliserai deux notations, soit la notation dièse, soit la notation cardinale. Ceci, c'est par définition le nombre de vecteurs de la famille L. Pour la démonstration, je vais procéder par l'absurde et je vais supposer que le nombre de vecteurs de ma famille libre est strictement plus grand que le nombre de vecteurs de ma famille génératrice. Et je vais noter pour ma famille génératrice, les vecteurs, je vais les appeler V1, etc. jusqu'à Vn. Donc je sais que le nombre de vecteurs de ma famille L est strictement plus grand que le nombre de vecteurs de ma famille G. Comme j'ai n vecteurs dans ma famille G, ça veut dire que je vais pouvoir trouver au moins n plus 1 vecteurs dans L. Donc, si j'appelle les vecteurs de L W1 jusqu'à Wn plus 1, il y en a éventuellement d'autres, mais je vais prendre juste ces vecteurs-là. Je suis sûr que je peux en avoir au moins n plus 1 à cause de cette inégalité sur les cardinaux. J'obtiens donc que comme G est génératrice de E, et ces vecteurs étant dans E, ils sont donc dans l'espace vectoriel engendré par G. On vient donc de prouver que ces n plus 1 vecteurs de L s'expriment comme combinaison linéaire de n vecteurs en appliquant le lemme de Steinitz, la famille W1, etc. jusqu'à Wn plus 1 est donc une famille liée. Or, pour obtenir la famille L, il faut encore que je rajoute des vecteurs à cette famille, s'il y en a plus, mais vous savez qu'en rajoutant des vecteurs à une famille liée, vous obtenez une famille liée. Donc, bilan. En supposant que le nombre de vecteurs de L est strictement plus grand que le nombre de vecteurs de G, grâce au lemme de Steinitz, on arrive au fait que la famille libre est liée, donc on obtient une contradiction, donc la supposition qu'on a faite est fausse, donc le cardinal de L est bien plus petit que le cardinal de G. Donc dans un espace vectoriel de dimension finie, le nombre de vecteurs d'une famille libre est toujours plus petit ou égal au nombre de vecteurs d'une famille génératrice. On est très très proche de la définition de la dimension d'un espace vectoriel. On est maintenant en mesure de définir ce qu'on va appeler la dimension du cas espace vectoriel E. Au démarrage du cours, on a dit ce que ça voulait dire qu'un espace vectoriel était de dimension finie, c'est-à-dire qu'il possédait une famille génératrice finie. Maintenant, on va être beaucoup plus précis, on va définir ce que c'est que la dimension d'un espace vectoriel. J'insiste bien sur l'article défini. On va dire que c'est simplement le nombre de vecteurs d'une base quelconque de cet espace vectoriel. Alors vous voyez que dans l'intitulé de ce résultat, j'ai dit définition et théorème. Définition, parce que je suis en train de définir un nouvel objet mathématique, la dimension d'un espace vectoriel, le nombre de vecteurs d'une base quelconque de cet espace vectoriel. La partie théorème, ça va être pour démontrer que on obtient bien toujours le même nombre de vecteurs. Pour l'instant, rien ne montre, rien ne me garantit qu'en prenant deux bases quelconques de E, ces bases, elles auront le même nombre d'éléments. Donc il y a une petite démonstration à faire pour pouvoir valider que cette notion de dimension, c'est bien un invariant du cas espace vectoriel que l'on considère. Pour cela, je vais me donner deux bases, B1 et B2, du cas espace vectoriel E. Alors déjà vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous prouve que ça existe? On a un théorème d'existence des bases en dimension finie. On sait que des bases, ça existe toujours. Donc on applique ici notre corollaire du théorème de la base incomplète pour dire que B1 et B2, ça existe bien. Ensuite, je vais utiliser la propriété qu'on vient de démontrer, qui est une conséquence du lemme de Steinitz. B1, c'est une base de E. Ce qui veut donc dire que la famille B1 est libre, est génératrice de E. Elle a les deux casquettes. Ce que j'ai dit pour la base B1, je peux évidemment dire exactement la même chose en ce qui concerne la base B2.
elle est libre et génératrice de E. Mais si vous prenez en compte le fait que la famille B1 est libre et que la famille B2 est génératrice de E, qu'est-ce que vous récupérez? Bien, vous récupérez que le nombre de vecteurs de la famille B2 est donc nécessairement supérieur ou égal au nombre de vecteurs de la famille B1, puisque le nombre de vecteurs d'une famille génératrice est forcément supérieur ou égal au nombre de vecteurs d'une famille libre. Et si maintenant je considère que B2 est une famille libre et que B1 est une famille génératrice de E, on obtient donc que le nombre de vecteurs de la famille B1 est donc supérieur ou égal au nombre de vecteurs de la famille B2. Moralité, cette double inégalité dans le nombre de vecteurs des deux familles donne que le nombre de vecteurs dans la base B1 est bien égal au nombre de vecteurs dans la base B2. On vient donc de prouver qu'en prenant B1 et B2, deux bases du K-espace vectoriel E, le nombre de vecteurs de la première est égal au nombre de vecteurs de la seconde, ce qui permet de dire que dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases possèdent le même nombre d'éléments. Bilan, et ça vous pouvez l'encadrer, la dimension d'un espace vectoriel, lorsque celui-ci est de dimension finie, c'est le nombre de vecteurs d'une base quelconque de E. C'est une très belle construction mathématique qui nous a permis de construire, de mettre en évidence un invariant sur un espace vectoriel de dimension finie. C'est le nombre de vecteurs de ces bases qui reste toujours le même, quelle que soit la base que je vais considérer. On va maintenant passer en revue tous les espaces vectoriels de dimension finie qu'on avait vus au début du cours. Donc on va considérer par exemple le R espace vectoriel R. On avait dit qu'il était de dimension finie. Quelle est sa dimension? Eh bien la dimension de R, comme R espace vectoriel, c'est 1, puisqu'on avait vu qu'une base de cet espace vectoriel pouvait se réduire au nombre réel 1, qui permettait d'engendrer tous les autres. Donc la dimension de l'espace vectoriel R, c'est le nombre de vecteurs de cette base, c'est donc égal à 1. Si vous prenez C, vu comme un C espace vectoriel, donc dans ce cas-là, la dimension de C est aussi égale à 1, puisqu'on a vu qu'on peut obtenir une base du C espace vectoriel C en prenant 1 comme base. Par contre, si vous voyez maintenant C comme un R espace vectoriel, la dimension de C, elle est égale a priori à 2, puisqu'une base de C vue comme R espace vectoriel, c'est par exemple un I. Donc ça va poser un problème, puisque vous voyez que C, il peut avoir deux dimensions, selon qu'on le considère comme un R espace vectoriel, ou selon qu'on le considère comme un C espace vectoriel. Eh bien dans ce cas-là, quand il y a ambiguïté, on va mettre en indice ici la nature des scalaires, pour savoir si on parle de la dimension comme un C espace vectoriel ou de la dimension comme un R espace vectoriel. Ce qui veut donc dire que lorsque le contexte n'est pas clair, ici on pourra indiquer un indice petit k pour dire que c'est la dimension de E que l'on voit comme un K espace vectoriel. Mais là encore une fois, ça sera vraiment epsilon exercice, c'est quand on travaillera avec les nombres complexes, mais en général, la nature de l'espace vectoriel dans lequel on se place et la nature des scalaires, elle est toujours indiquée et il n'y a pas d'ambiguïté. Continuons dans les espaces vectoriels de référence. Je vais considérer le K espace vectoriel Kn, donc c'est-à-dire Kn vu comme un K espace vectoriel. Eh bien, on a vu qu'une base de cet espace vectoriel, une base simplissime, la base canonique, était constituée de n vecteurs. Donc la dimension de Kn est égale à n. Effectivement, si j'appelle Cn la base canonique formée des vecteurs E1, etc., En, on pouvait prendre comme vecteur de cette base le vecteur EI qui a des zéros partout, sauf en im position, où on va trouver le nombre 1. On a vu qu'en prenant ces n vecteurs, on obtient une base de Kn. Continuons, travaillons maintenant avec les polynômes. Si je considère l'espace vectoriel Kn de x, vu comme un K espace vectoriel, eh bien la dimension de Kn de x est égale, comme son nom ne l'indique pas, à n plus 1. Effectivement,
La base la plus naturelle de Kn de x, c'est la base qui est formée des puissances de x allant de la puissance x à la puissance 0, qui vaut 1, jusqu'à x à la puissance n. Donc le nombre de vecteurs de la base canonique de Kn de x est égal à n plus 1. Donc la dimension de cet espace vectoriel, c'est bien égal à n plus 1. Rappelez-vous, on avait vu d'ailleurs d'autres bases de cet espace vectoriel. On avait vu la famille qui est constituée de 1, x-a, etc., x-a à la puissance n, qui contient bien n plus 1 vecteur. Mais ça, c'est même plus la peine de le vérifier, puisqu'on a un théorème qui nous le garantit. Travaillons maintenant avec les matrices. Si on prend les matrices à n lignes et n colonnes à coefficient dans K, vu comme un K espace vectoriel, que vaut la dimension de cet espace vectoriel? Donc la dimension de MNP de K, vu comme un K espace vectoriel. Eh bien, la base qu'on utilise, la base naturelle, la base canonique qu'on utilise dans les matrices, c'est la base qui est formée par les EIJ, où I varie entre 1 et N, et J varie entre 1 et P. Par conséquent, j'ai comme dimension de cet espace vectoriel le nombre de vecteurs de base. Eh bien, on a NP vecteurs de base, puisqu'on a N choix pour le premier indice et P choix pour le deuxième indice. On en tire en particulier que la dimension des matrices carrées de taille Nn, donc la dimension de Mn de K, est donc égale à n multiplié par n, elle est égale à n carré. Donc voilà la liste des espaces vectoriels de référence qui sont de dimension finie qu'on a vus, ainsi que leurs dimensions. Attention à ne pas confondre dimension et cardinal. Le cardinal, ça s'applique à une base de l'espace vectoriel, et le cardinal d'une base, c'est la dimension de l'espace vectoriel. Donc ne me parlez pas du cardinal de l'espace vectoriel. Un espace vectoriel, sauf s'il est réduit à 0, il possède toujours une infinité d'éléments. Toujours. Toujours, puisqu'il contiendra au moins au minimum une droite vectorielle, qui est infinie. Donc on ne parle pas de cardinal pour l'espace vectoriel E. On parle bien de dimension, donc le nombre de vecteurs d'une base. Donc faites attention, dimension et cardinal, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la même notion. Il faut bien faire attention à dimension de E et nombre d'éléments de E, c'est pas du tout la même chose. Un espace de dimension n, il a énormément de vecteurs, il en a une infinité. Alors si on veut maintenant une image peut-être un petit peu plus intuitive de ce que c'est que la dimension, regardez bien. Quand vous écrivez un n-uplet de vecteurs de Kn, vous avez n paramètres complètement indépendants les uns des autres. Quand vous écrivez un polynôme de Kn de x, pour écrire un polynôme de degré inférieur ou égal à n, il nous faut n plus 1 coefficient. On a un espace vectoriel de dimension n plus 1. Quand on écrit une matrice à n lignes et p colonnes à coefficient dans K, on a quoi comme paramètres qui peuvent varier indépendamment les uns des autres? Tous les coefficients de la matrice. Et les coefficients de la matrice, eh bien il y en a n fois p, autant que du nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Donc vous voyez que la dimension, comme ça, un petit peu à l'intuition, c'est quoi? C'est le nombre de paramètres nécessaires pour pouvoir écrire les éléments d'un espace vectoriel. Et ça, c'est quelque chose, c'est une intuition qu'il va falloir développer. Et la démonstration, ça sera la définition, ça sera déterminer une base et déterminer le nombre de vecteurs d'une base. Mais ayez quand même cette petite idée en tête sur le nombre de paramètres indépendants pour écrire un élément de E. Passons maintenant à des exemples plus généraux et revenons déjà à ce que serait la dimension de l'espace vectoriel qui se réduit au singleton vecteur nul, puisque ceci est bien un espace vectoriel. Eh bien, comme on avait pris comme convention qu'une base de cet espace vectoriel, c'était l'ensemble vide, on obtient donc, grâce à cette convention, ce qui nous intéressait, c'est que la dimension de E, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble vide, c'est-à-dire 0. Voilà pourquoi on a décrété que la seule base du singleton vecteur nul, c'était l'ensemble vide. C'est parce qu'on voulait que cet espace vectoriel qui ne contient que le vecteur nul soit de dimension 0. Donc on n'avait pas d'autre choix que de prendre une base qui ne contenait aucun élément, donc que la seule base du singleton vecteur nul, c'est l'ensemble vide. On va regarder aussi deux autres cas particuliers, qui sont les droites vectorielles et les plans vectoriels. Si je me place dans E, un cas espace vectoriel, et si U est un vecteur qui n'est pas le vecteur nul de E. Nous avons vu que la droite vectorielle engendrée par U
que l'on peut noter aussi KU, est un sous-espace vectoriel de E. Alors, il est évidemment de dimension finie, puisqu'une base de cet espace vectoriel, eh bien, je peux prendre le singleton du vecteur U, puisque tout vecteur de cette droite vectorielle est proportionnel à U. Cette famille est donc une famille génératrice de la droite vectorielle, et elle est libre puisqu'elle est formée d'un vecteur non nul. On en déduit donc que la dimension d'une droite vectorielle engendrée par un vecteur non nul, eh bien c'est le nombre de vecteurs d'une de ces bases, c'est donc égal à 1. Donc par définition, la dimension d'une droite vectorielle, c'est 1. Si maintenant, toujours dans E, un K-espace vectoriel, on se donne deux vecteurs U et V, non collinéaires de E. Alors si on considère l'espace vectoriel engendré par le vecteur U et par le vecteur V, c'est-à-dire par définition l'ensemble des vecteurs de la forme alpha U plus bêta V, où alpha bêta sont dans K, et bien comme ces vecteurs ne sont pas collinéaires, la famille UV est non seulement une famille génératrice de cet espace vectoriel engendré, mais c'est aussi une base, puisque lorsqu'on a juste deux vecteurs dans la famille est libre si et seulement si les vecteurs ne sont pas collinéaires. Moralité, la dimension de l'espace vectoriel engendré par U et V est égale à 2. On dira que l'espace vectoriel engendré par UV, c'est le plan vectoriel engendré par U et par V. Eh bien, si vous prenez une autre base de ce plan vectoriel, elle aura encore une fois deux vecteurs, puisque dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Donc voilà des exemples un petit peu plus abstraits, un petit peu plus généraux, qu'on rencontrera dans des exercices, cette fois-ci un peu plus concrets. Pour finir, il y a un tas d'espaces vectoriels dont on n'a pas trop parlé. Je pense à l'ensemble des fonctions continues sur I à valeur dans R, l'ensemble des fonctions de classe CP sur I à valeur dans R, l'ensemble des fonctions définies sur I à valeur dans R, l'ensemble des fonctions bornées sur I à valeur dans R. Voilà, tous ces espaces vectoriels-là, eux, sont de dimension infinie. C'est-à-dire qu'on est incapable d'exhiber une famille génératrice finie pour ces espaces vectoriels-là. Donc dans ce cours, on ne les considérera pas trop, puisqu'on va se concentrer sur les espaces vectoriels qu'on peut engendrer par un nombre fini de vecteurs, les espaces vectoriels de dimension finie.